Voilà, bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction du test formatif numéro 3 pour la classe 26PA. L'idée est de parcourir le test et d'éviter de faire une correction en classe. Donc voilà, on va parler rapidement du barème, de l'attribution des points et aussi de la résolution des questions. Ici, on commence par le QCM, où comme vous savez, vu que c'est un QCM K', il est assez exigeant. Alors on obtient les 5 points si on fait toutes les réponses correctement, donc 12 bonnes réponses. Puis on obtient 4 points pour 11 et 10 bonnes réponses. Le seuil de suffisance est en fait à 9,6, donc normalement, ce qui fait qu'ici j'ai été un peu généreux. Les 3 points correspondant à la suffisance sont pour 9 et 8 bonnes réponses. Ensuite, on descend. On a 2 points pour 7 et 6 bonnes réponses, 1 point pour 5 et 4, et on a 0 point en dessous. Voilà. Alors, vite fait, discutons des solutions. Alors, pour la première question, on dit si un objet perd de l'altitude en tombant sans frottement, on peut affirmer que, alors, son énergie mécanique diminue, c'est faux, elle est conservée, son énergie mécanique, ce qui diminue, c'est son énergie potentielle. Euh, Proposition numéro 2, il transforme l'énergie potentielle en énergie cinétique au cours de sa chute, ça c'est correct. Plus il diminue son altitude, plus l'énergie potentielle diminue et progressivement sa vitesse augmente avec la chute et donc l'énergie cinétique l'énergie potentielle est convertie en énergie cinétique si on veut bien au fil de la chute. Sa vitesse sera proportionnelle à la hauteur de chute, ça c'est faux. Si on effectue un calcul simple en mettant une demi mv carré d'un côté et puis mgh de l'autre, on trouve facilement que la vitesse de chute c'est racine de 2gh, c'est un résultat standard, et donc ce n'est pas proportionnel à la hauteur de chute, mais à la racine de la hauteur de chute. Enfin, la variation d'énergie potentielle est l'opposé du travail de son poids, par définition, de ce qu'est l'énergie potentielle, c'est exactement ça. Voilà. Ensuite, question 2. Quelles affirmations sont vraies au sujet de la pression? Alors, c'est une grandeur vectorielle, ça c'est faux, c'est une grandeur scalaire, hein, la pression est une valeur ambiante, même si elle est à l'origine euh, liée à une notion de force qui est vectorielle, la pression est vraiment quelque chose qui est scalaire, qui est ambiant. Ensuite, elle est proportionnelle à la force appliquée, ça c'est correct. Elle augmente avec la profondeur à laquelle on se trouve dans un fluide statique, ça c'est correct aussi. La pression hydrostatique c'est ρGH, donc voilà. Et puis enfin, elle se mesure en pascal par mètre carré, ça c'est faux, ça se mesure en pascal ou en newton par mètre carré, mais pas les deux. Enfin, un train avance à vitesse constante sur des rails. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes? Bon, lesquelles mériteraient d'être au féminin? Euh, donc, déjà, il avance à vitesse constante, c'est l'essentiel, donc ça veut dire que la somme des forces sur lui est nulle. Alors, sa force motrice est supérieure au frottement, c'est nécessaire pour qu'il avance. Bah, de fait, c'est faux, comme on vient de le dire, hein, il suffit que la force motrice soit égale au frottement et la vitesse est constante puisqu'il n'y a pas de force, enfin pas un bilan des forces qui est neutre au niveau horizontal. Ensuite, son accélération est constante, bah, c'est faux, c'est sa vitesse qui est constante, donc l'accélération est nulle. Les forces liant les wagons sont des couples d'action-réaction. Ben oui, parce qu'en fait, chaque wagon va tirer sur celui qui est derrière lui, et le wagon en retour va tirer sur le wagon qui le tracte. Et donc si les wagons ont une distance qui est constante, c'est-à-dire que les liens entre eux sont rigides, alors ben, effectivement les forces sont égales, et puis ce sont des couples d'action-réaction. Enfin, aucune des forces n'agissant sur lui ne travaille, ça c'est faux. Effectivement, le travail total de la somme des forces va être nulle puisque la vitesse est constante et donc l'énergie cinétique est constante. Cela dit, chacune des forces individuellement va avoir un certain travail, surtout la force motrice et le frottement. Les forces qui sont orthogonales au mouvement, c'est-à-dire le poids et la force de soutien, elles ne travaillent effectivement pas. Voilà, ça c'était tout pour le QCM. Pour ce qui est des questions courtes, alors deux questions relativement simples. Une table pèse 30 kg et elle comporte 4 pieds de section carrée de 2 cm de côté. Calculez la pression s'exerçant sur le sol sous chaque pied. Alors, on sait que la pression c'est la force divisée par la surface, donc il nous faut déterminer la surface et la force. Alors la surface, on a 4 pieds, ils sont carrés, donc c'est chaque fois 2 cm au carré, donc on met 0,02 pour mettre en mètres, puis on met au carré, donc on trouve 1,610-3. Pour la force, c'est le poids, on fait m fois g, on trouve 294 newtons, et puis quand on fait le ratio entre les deux, on trouve environ 184 000 pascal, qu'on écrira en notation scientifique pour respecter les chiffres significatifs. Voilà, enfin, pas les chiffres significatifs, pour respecter la précision qui est demandée à 3 décimales, enfin à 3 chiffres significatifs. Pardon, je vais y arriver. Ensuite, question B. Calculer le rendement d'un monte-charge consommant 1600 watts en soulevant une charge de 500 kg sur 7 mètres en 28 secondes. Alors,
Pour calculer le rendement, il faut trouver la puissance effective et puis la diviser par la puissance consommée. La puissance effective, ça va être l'exercice que le monte charge produit. Qu'est-ce qu'il produit? Ben, il fait gagner de l'énergie potentielle à une masse en un certain temps. L'énergie potentielle, c'est mgh. Donc 500 fois 9,8 fois 7, ça c'est l'énergie qu'il va faire gagner à la charge. Il arrive à faire ça en 28 secondes. Donc si on divise l'énergie par le temps, on trouve 1225 watts pour la puissance utile. Et donc le rendement, c'est le ratio entre les deux, on trouve 76,6%. Voilà. Chacune de ces questions brèves valait 2 points. Il y a un demi-point pour chaque sous-calcul, puis un point pour le calcul global. Et c'est pareil ici. On a un point pour le calcul d'énergie potentielle, c'est le plus complexe, le MGH. Puis un demi-point pour la formule de la puissance. Et puis un demi-point pour la formule du rendement. Voilà. Ça, c'est pour la première partie de ce test formatif. On enchaîne sur les exercices. Donc d'abord le canon. Donc on dit un canon qui est posé au bord d'une falaise, qui est à 100 mètres de haut, et il tire un boulet à une vitesse de 90 mètres par seconde avec un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. On néglige le frottement, c'est très important. Alors, calcule la vitesse du boulet à son point d'impact. Alors, c'est typiquement une situation où on va utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Le frottement étant négligé, on a une énergie mécanique qui est constante, donc il y a une certaine vitesse au départ, avec une certaine altitude, et il y a une certaine altitude à l'arrivée, et on peut donc déterminer la vitesse au point d'impact. On pose la conservation d'énergie mécanique. L'énergie mécanique en A est égale à celle en B. J'ai appelé B le point d'impact. On pose notre équation. Il y a l'énergie potentielle en B qui vaut 0, puisqu'on définit le 0 du potentiel à ce niveau-là. Puis, on ne néglige pas le fait que la vitesse initiale, cette fois-ci, n'est pas nulle, contrairement à beaucoup d'exercices qu'on a déjà fait. Ensuite, c'est que de l'algèbre, hein, il faut isoler VB. Donc on va faire x2, on va passer... on va faire x2 simplement, et puis après on va prendre la racine, et on trouve donc 2GHA plus VA carré, et ça nous donne 100 mètres par seconde. Ensuite, pourquoi la composante horizontale de la vitesse est constante durant l'ensemble de la trajectoire de vol du boulet? Alors, c'est simplement parce qu'il n'y a aucune force horizontale. Le boulet est sujet à une seule force, c'est le poids, une fois qu'il est lancé. Le poids est vertical, donc aucune force horizontale, donc pas d'accélération, donc la vitesse est constante. Ainsi, on sait que la vitesse du boulet dans l'axe horizontal sera tout le temps la même, elle sera toujours de la valeur qu'on va calculer au point C. Comment on calcule cette composante horizontale? Simplement par trigonométrie, on a un vecteur force qui a 30 degrés par rapport à l'horizontale, donc la composante horizontale par rapport aux 30 degrés, ce sera la vitesse fois le cosinus de l'angle, parce que c'est le côté adjacent à l'angle. Donc en faisant V cos alpha, on trouve 77,94 mètres par seconde. Je me suis un peu épanché sur les chiffres significatifs. Voilà, j'aurais dû mettre 77,9. En vrai, probablement que j'aurais plutôt dû mettre simplement 78. Mais voilà. Enfin, comment est-ce qu'on résout la question D ou quelle est l'altitude maximale? On se rend bien compte que l'altitude maximale, c'est celle où on arrête de monter. Et donc, c'est l'altitude à laquelle la vitesse verticale est nulle. Aussi longtemps que le boulet monte, il a une partie de sa vitesse verticale qui est non nulle. C'est ce qui fait qu'il est en train de se déplacer verticalement. Quand il atteint le point culminant, il a une vitesse verticale nulle, mais sa vitesse horizontale est toujours la même. On vient de le dire à la question précédente. Donc ça veut dire qu'au point C, on a une vitesse qui correspond à la vitesse horizontale du boulet, qui est donc celle qu'on a calculée à la question précédente. Maintenant, on pose la conservation d'énergie mécanique. On connaît la vitesse en C, on connaît l'altitude initiale en A, on connaît la vitesse en A. Et puis donc, il n'y a plus qu'à isoler HC, l'altitude, au point C. En résolvant ce calcul, algébriquement, on va tout mettre de l'autre côté, on divise par G. On va trouver que l'altitude atteinte est 203 mètres. Voilà. Cette question n'était pas hyper facile, je pense. C'était un peu la question difficile du test, si on veut bien. Ok. On attaque maintenant le problème. Donc dans cette situation, on a deux masses reliées par une poulie. On connaît bien les poulies et les hypothèses qui vont avec. C'est-à-dire que la corde est rigide au sens où elle ne s'étire pas, elle n'est pas élastique, donc elle transmet parfaitement les forces par action-réaction. Donc on a un plan incliné de 28 degrés, avec des masses qui valent 18 et 12 kg, la poulie est idéale, il faudra un E ici. Voilà. On calcule le coefficient de frottement statique minimal pour que le système reste statique. Donc, déjà, il y a un point pour le diagramme des forces. Je pense que c'est nécessaire dans cette résolution de faire le diagramme des forces pour comprendre ce qui se passe. Pour la masse M2, c'est assez simple, il n'y a que deux forces. Il y a le poids qui la tire vers le bas, et puis il y a T2, la tension dans la corde, qui la tire vers le haut. A noter que T2
compense FG2 dans une situation statique. Donc le bilan des forces ici est très simple, on a simplement T2 égale FG2 si le système ne bouge pas. Sur M1, c'est un peu plus compliqué, on a 4 forces. Il y a l'attraction qui a tendance à faire bouger la masse M1 vers le haut du plan incliné. Et les forces qui vont retenir, il y a le frottement, et puis vraisemblablement le poids aussi, une composante en tout cas du poids. Le poids est toujours vertical, on le rappelle. Enfin, il y a la force de soutien, évidemment, qui empêche le bloc M1 de rentrer dans le plan incliné. Comme on le fait d'habitude, pour la masse M1, on va mettre le système d'axe le long du plan incliné, parce que c'est quand même vachement plus facile à traiter, sachant que 3 des 4 forces sont dans un de ces axes. Donc, comment on répond à cette question avant d'attaquer le calcul? L'idée, ça va être de poser la condition d'équilibre sur M1, c'est il faut que la somme des forces soit nulle pour que M1 ne bouge pas, et donc conséquemment que M2 ne bouge pas. On va poser les forces dans ce système, on va poser que la somme des forces est nulle, et on va calculer quel est le frottement nécessaire, si on veut bien, pour que ça ne bouge pas. Et ce frottement nécessaire doit être la valeur maximale du frottement statique avant décrochage. Et puis une fois qu'on a déterminé ça, on peut facilement retrouver le coefficient de frottement qui correspond. Alors, on s'y attaque. Comme on a dit, la corde est rigide, donc T1 et T2 ont la même norme. Attention ici, j'ai pas mis de flèche, hein, c'est pas vectoriel, mais c'est bien en termes de norme. L'équilibre sur M2 nous donne, comme j'ai dit, que T2 a la même intensité que FG2, donc T2 il vaut M2G. Puis en fond, c'est assez logique, la force qui tire M1 vers le haut est en fait le poids de M2, si on veut bien, aussi longtemps que ça ne bouge pas. L'équilibre en M1, on fait la somme des forces vectoriellement, donc il y a 3 forces qui sont très faciles à écrire parce qu'elles sont le long des axes. On a moins F0 pour le frottement, on a T1 0 pour la traction, on a 0 Fn pour la force de soutien, et on a donc moins mg sin alpha, moins mg cos alpha pour les projections du poids. Enfin, c'est M1G et M1G ici. On pose des conditions d'équilibre. Il y en a une qui nous permet facilement de trouver la force de soutien et l'autre qui nous permet de trouver le frottement parce que T1, on l'a dit, est égal à T2 qui est égal à M2G, le poids de M2. Donc au fond, F, on peut le calculer ici. C'est M2G moins M1G sin alpha. D'accord, parce que T1 égale T2 et T2 égale M2G. Donc je peux remplacer ce T1 ici par M2G. Et puis, je sais aussi que la force de frottement maximale, ça va être mu S fois Fn. Donc d'un côté j'ai mu S fois Fn et de l'autre côté j'ai mon T1 mg sin alpha qui est là. Mu S c'est donc T1 moins M1g sin alpha sur Fn. Et puis maintenant je remplace T1, je l'ai dit, c'est M2 fois G. Fn c'est M1g cos alpha. On remarque que je peux simplifier par G ici. Et donc je me retrouve avec M2 moins M1 sin alpha divisé par M1 cos alpha. Et puis si je calcule tout ça, je trouve environ 0,22. Ça, c'est le coefficient si la force de frottement était à Fmax dans cette configuration, donc juste au cas limite avant la rupture. Et puis donc à la question, quel est le coefficient de frottement statique minimal pour que M1 et M2 restent statiques? Eh bien, il faut que le coefficient de frottement statique, donc c'est mu S, pardon, pas mu C, il faut que ce soit au moins 0,22, parce que si on est en dessous, en fait, Fmax est atteint avant la situation d'équilibre, et puis ça décroche. Par contre, si mu S donc, est plus grand que 0,22, pardon, on n'atteint pas Fmax dans cette configuration, et donc on est à l'équilibre, et on a même encore de la marge. Voilà. En résumé, donc, pour résoudre ce problème-là, qui peut avoir l'air un peu complexe de loin, mais au fond, les étapes elles-mêmes sont assez simples, la question qu'on se pose, c'est quel est le coefficient minimal, et donc il faut se poser la question de c'est quoi la condition pour que le système soit statique. Et pour que le système soit statique, la seule chose qu'on ne connaît pas tout à fait, c'est le frottement. Tout le reste est connu. La masse est connue, donc son poids est connu. Fn se calcule facilement. Ceci est statique, donc les forces de tension sont calculables, et on se rend compte que le seul truc qui peut varier, c'est le frottement. Donc on impose que le système soit statique pour trouver quelle est la valeur du frottement nécessaire au fait que ce soit statique, et une fois que ça c'est fait, on arrive à déduire quel est le coefficient qu'il faut pour que notre frottement soit dans la fenêtre de staticité, c'est-à-dire que le frottement max ne soit pas atteint. Voilà. J'espère que cette correction commentée vous aura permis de comprendre les tenants aboutissants du test, et puis on en reparle volontiers à la prochaine leçon si nécessaire. Voilà. Et je vous rendrai donc les tests à ce moment-là. Merci de votre attention et bonne fin de journée.